La Crique de l'Aube présente Peter Pan de James Matthew Barrie. Dans les brumes d'une Londres de mystère, où les cheminées crachent leur vapeur comme des dragons mécaniques, et où les ombres s'allongent telles des chimères, se trame une histoire hors du commun. Laissez-nous vous conter les aventures extraordinaires de Peter Pan, un garçon espiègle et rebelle, dont le cœur bat au rythme d'une horloge à vapeur, et dont l'âme est aussi libre que le vent. En hommage à James Matthew Barrie, son œuvre, au Guilderman Street Hospital. Le lendemain, le premier souci de Peter fut de prendre les mesures de Wendy, John et Michael, afin de leur trouver des arbres creux. Si vous vous en souvenez, Crochet avait raillé les garçons d'avoir chacun son arbre, mais cela montrait seulement son ignorance. Car si vous ne correspondez pas au calibre du tronc, il vous est difficile de monter et descendre. Or, il n'y avait pas deux garçons de la même taille. Une fois qu'on s'est casé dans le tronc, on retient son souffle, et on descend tout juste à la vitesse convenable. Pour remonter, on doit alternativement respirer et bloquer sa respiration, tout en se hissant par des contorsions. Lorsqu'on maîtrise à fond cette technique et qu'on est capable de l'exécuter sans y penser, rien n'est alors plus gracieux que cette reptation. Mais l'important, c'est de cadrer avec le tronc. C'est pourquoi Peter vous mesure, vous et votre arbre, aussi sérieusement que s'il s'agissait de vous faire un complet veston, à cette différence près qu'on ajuste le complet à vos dimensions, tandis qu'ici, c'est à vous de vous ajuster à celle de l'arbre. D'ordinaire, le problème se résout facilement, car on s'habille toujours trop ou pas assez. Mais il se peut que vous ayez des rondeurs mal placées, ou que le seul arbre disponible soit d'un modèle bizarre. Peter doit alors vous faire quelques retouches, après quoi vous cadrez parfaitement. Une fois que l'on cadre, le plus dur est de continuer à le faire, et cet effort peut maintenir toute une famille en pleine forme, comme le découvrit Wendy avec plaisir. Elle et Michael cadrèrent du premier coup, mais John dut être légèrement modifié. Au bout de quelques jours d'exercice, ils surent monter et descendre aussi lestement que des seaux dans un puits. Alors, comme ils se mirent à l'aimer, leur maison souterraine, Wendy surtout, elle se composait d'une seule vaste pièce, comme devraient l'être toutes les maisons. Sur le plancher, qu'on pouvait creuser à volonté, si l'on avait envie d'aller à la pêche, poussaient des champignons trapus qui servaient de siège. Un arbre imaginaire s'efforçait de pousser au milieu, mais chaque matin, on sciait le tronc au ras du sol. À l'heure du thé, il atteignait toujours 2 pieds de haut. On posait une porte par-dessus et l'ensemble devenait une table. Le repas terminé, on le sciait à nouveau afin d'avoir plus de place pour jouer. Il y avait un énorme foyer qui se trouvait en n'importe quel endroit où il vous plaisait d'allumer le feu. Wendy tendit des cordes de fibre en travers et y mit la lessive à sécher. Pendant le jour, on rabattait le lit contre le mur. On l'ouvrait à 6h30 et il remplissait la chambre à moitié. À l'exception de Michael, tous les garçons y dormaient, allongés comme sardines en boîte. Pour se retourner, il fallait, en vertu d'un règlement très strict, attendre que quelqu'un donne le signal, et tous se retournaient comme un seul homme. Michael aurait bien aimé y dormir, mais Wendy voulait un bébé, et il était le plus petit, et vous savez comment sont les femmes, et... Bref, il dormait suspendu dans un panier. En somme, les lieux étaient simples, grossiers, peu différents de ce que des bébés oursons auraient fait d'une tanière souterraine dans les mêmes circonstances. Dans le mur, une niche pas plus grande qu'une cage d'oiseaux constituait les appartements privés de Claude la rétameuse. Un léger rideau pouvait l'isoler du reste de la pièce, et Clochette tatillonne sur ce chapitre, le tirait chaque fois qu'elle se dévêtait. Aucune femme n'eût pu rêver boudoir plus exquis. Le lit, sa couche, comme elle disait, était un authentique reine Mab aux pieds rococo, et sa courte pointe variait selon les fleurs de la saison.
Le miroir, bien connu des fournisseurs d'effets, datait du chaboté. Il n'en restait plus que 3 exemplaires à l'heure actuelle et n'avait pas une éraflure. La table de toilette réversible provenait de chez Chippendale, le fameux ébéniste, et s'assortissait à merveille à la commode de style Prince Charmant 6 et aux tapis anciens. Quant au chandelier, il n'était là que pour le coup d'œil, car la fée éclairait elle-même la pièce. Clochette était extrêmement fière de son alcôve, vanité sans doute inévitable dans son cas. Toutefois, l'ensemble avait un petit air prétentieux, comme un nez qui pointe en permanence vers le plafond. Je suppose que Wendy devait trouver son séjour particulièrement enchanteur, car sa turbulente famille lui donnait fort à faire. Elle n'avait pas même le temps de monter prendre le frais, sinon le soir, et encore avec une chaussette à la main. Elle ne levait pas le nez des casseroles, pour ainsi dire, et préparait toutes sortes de plats exotiques à base d'igname, de noix de coco, de sapotilles, et j'en passe. Mais l'on ne savait jamais si l'on allait faire un vrai repas ou se contenter d'un repas pour rire. Tout dépendait de l'humeur du capitaine. Peter pouvait vraiment manger si cela faisait partie du jeu, mais il ne savait pas se bourrer pour se bourrer, ce qui, pourtant, est un plaisir favori des enfants, l'autre étant d'en parler. Pour lui, faire semblant de manger se distinguait si peu de manger vraiment que cela seul le faisait grossir. Certes, l'épreuve était cruelle, mais vous ne pouvez y échapper, à moins de lui prouver que, si vous ne mangez pas, vous risquez de flotter dans votre arbre. Wendy attendait que tout le monde soit couché pour ravauder. Alors, disait-elle, elle pouvait souffler. Elle leur taillait de nouveaux pantalons ou renforçait les anciens avec des doubles pièces, car tous se montraient durs pour les genoux. Et lorsqu'elle s'asseyait avec sa corbeille pleine de chaussettes, aux talons troués, elle levait les bras au ciel en soupirant. « Mon Dieu, il y a des jours où l'on envierait les vieilles filles. » Et son visage rayonnait. On se souvient de son petit loup chéri. Dès qu'il sut que Wendy était dans l'île, il la chercha partout jusqu'à ce qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et désormais, il ne la quittait plus. Au fur et à mesure que le temps passait, songeait-elle beaucoup aux bien-aimés parents qu'elle avait abandonnés. Question ardue, car il est impossible d'évaluer le temps de l'imaginaire, qui se calcule en lune et en soleil innombrables. Wendy, je le crains, ne s'inquiétait pas trop pour ses pères et mères, tant elle était persuadée qu'ils gardaient la fenêtre ouverte en vue de son retour. Non, ce qui troublait un peu sa bonne conscience, c'était de voir que John ne conservait qu'un très vague souvenir des parents. Quant à Michael, il était prêt à la considérer comme sa vraie mère. Soucieuse d'accomplir son devoir, elle s'efforça donc de graver les jours d'autrefois dans leur mémoire, en leur imposant des interrogations écrites du type de celles qu'on pratique dans les écoles. Les autres garçons, vivement intéressés par cet exercice, insistèrent pour y participer. Ainsi, chacun s'asseyait autour de la table avec son ardoise, écrivait ou se creusait les méninges pour répondre aux questions de Wendy. Ces questions étaient des plus anodines. Quelle était la couleur des yeux de maman? Qui était le plus grand, papa ou maman? Maman était-elle blonde ou brune? Essayez de répondre aux 3 questions. A. Rédiger un essai de 40 mots au minimum sur le sujet. Comment j'ai passé mes dernières vacances? Ou bien, comparer les caractères de papa et de maman. Un seul sujet au choix. Ou encore, 1. Décrivez le rire de maman. 2. Décrivez le rire de papa. 3. Décrivez la robe de soirée de maman. 4. Décrivez la niche et son locataire. ces questions portaient sur des sujets on ne peut plus quotidiens. Et quand on ne savait pas y répondre, il fallait mettre une croix. C'est fou le nombre de croix que John lui-même dut inscrire. Il va de soi que le seul garçon qui répondit à toutes les questions était la plume. Personne autant que lui ne souhaitait être classé le premier, mais ses réponses étaient si saugrenues qu'il se retrouvait le plus souvent à la dernière place, hélas. Peter se tenait hors du jeu. D'une part, il méprisait toutes les mères, exception faite pour Wendy. D'autre part, il ne savait ni lire ni écrire un traître mot. Enfin,
Il était tellement au-dessus de ses enfantillages. Sans doute avez-vous remarqué que les questions étaient posées au passé. C'est que Wendy elle-même oubliait un peu. Bien entendu, chaque jour apportait son lot d'aventures, comme nous le verrons, mais pour le moment, Peter était fasciné par un nouveau jeu qu'il avait inventé avec le concours de Wendy, et qui finirait par le lasser, comme les autres. Ce jeu consistait à prétendre qu'il n'arrivait pas d'aventure, et à se livrer aux activités que John et Michael avaient pratiquées toute leur vie, comme rester assis sur un tabouret, envoyer des balles dans l'air, se pousser l'un l'autre, sortir se promener et rentrer sans guère avoir tué autre chose qu'un grizzly. Peter, siégeant olympien sur son tabouret à ne rien faire, se lava le coup d'œil. Rien ne l'amusait autant que se tenir tranquille. Il se vantait de ses promenades hygiéniques et, pendant plusieurs soleils, ce fut pour lui la plus extraordinaire des aventures. Il obligeait John et Michael à suivre son exemple et les punissait sévèrement s'ils ne feignaient pas d'être ravis. Souvent, Peter sortait seul. À son retour, il était impossible de savoir s'il avait eu une aventure ou non. Il pouvait l'avoir si complètement oublié qu'il n'en soufflait pas un mot. Et si vous sortez à ce moment-là, vous trébuchiez sur le cadavre, et vice-versa. Il vous racontait une histoire à n'en plus finir, et vous ne trouviez pas de cadavre. Il lui arrivait de revenir, la tête couverte d'un bandage. Wendy le dorlotait, baignait son front avec de l'eau tiède, tandis qu'il l'affolait de récits étourdissants. Mais elle n'était jamais sûre, voyez-vous. Il y eut toutefois quelques vraies aventures. De celles-là, elle était sûre, car elle y avait pris part. Et d'autres, plus nombreuses encore, qui du moins étaient en partie vraies, car les autres garçons y avaient participé, et les prétendaient entièrement vraies. Les compter toutes exigerait un volume de la taille d'un dictionnaire anglais-latin, latin-anglais. L'idéal serait de prendre une aventure type, capable de vous donner une idée de tout ce qui pouvait arriver en moyenne dans l'île en 1 heure de temps. Mais laquelle choisir ? Allons-nous prendre le maquis avec les peaux rouges, au ravin de la plume ? Cet épisode sanguinaire illustre particulièrement bien une des spécialités de Peter, qui consiste à changer de camp au beau milieu de la bataille. Au ravin de la plume, alors que la victoire penchait tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre camp, Peter s'écria : « Aujourd'hui, je suis peau rouge. Et toi, la guigne ?» ?»« Peau rouge. » répondit la guigne. « Et toi, Bonzik ?» Et Bonzik de dire : « Peau rouge. Et vous, les jumeaux ?» Et ainsi de suite. Tous étaient peau rouge. Le combat aurait tourné court si les vrais peaux rouges, séduits par les méthodes de Peter, n'avaient décidé entre eux d'être cette fois les enfants perdus, et la lutte reprit, plus acharnée que jamais. Le dénouement extraordinaire de cette aventure fut que, mais nous n'avons pas encore décidé si c'est celle que nous allons raconter. Peut-être vaudrait-il mieux narrer l'attaque nocturne de la maison souterraine par les peaux rouges, au cours de laquelle plusieurs d'entre eux restèrent coincés dans les troncs d'arbres, si bien qu'il fallut les en extraire comme des bouchons. Nous pourrions aussi vous dire comment Peter sauva la vie de Lys Tigré, dans la lagune aux sirènes, et en fit son allié. À moins que nous comptions l'épisode du gâteau des pirates, qu'on trouvait caché tantôt de ci, tantôt de là. Mais chaque fois, Wendy l'arrachait des mains de ses enfants, tant qu'à la fin, il perdit toute saveur, et devint dur et rassis, comme put constater Crochet lui-même quand il se rencontra de nuit avec ce projectile. Et si nous vous parlions des oiseaux, amis de Peter, en particulier de l'oiseau imaginaire, qui bâtit son nid sur une branche surplombant la lagune. Le nid tomba dans l'eau, avec l'oiseau couvant ses œufs, et Peter ordonna qu'on le laisse tranquille. C'est une belle histoire, et la fin montre de quelle reconnaissance est capable un oiseau. Mais si nous la racontons, nous devons raconter toute l'histoire de la lagune, ce qui revient à conter 2 histoires au lieu d'une. Il y aurait aussi l'histoire plus courte et non moins passionnante de la grande feuille sur laquelle Clochette et quelques petites fées des rues avaient trouvé Wendy endormie. Elles essayèrent de la pousser loin de l'île. Heureusement, la feuille céda. Wendy se réveilla et, croyant que c'était l'heure du bain, regagna le rivage à la nage. Et le défi que lança Peter au lion,
Voilà qui vous ferait frissonner. Il traça un cercle sur le sol et défia les lions de le traverser. Il attendit pendant des heures, avec les garçons autour de lui, et Wendy retenant son souffle, perché à la fourche d'un arbre. En vain, aucun des lions ne releva le gant. Laquelle de ces aventures allons-nous choisir? Le mieux est de tirer au sort. J'ai tiré, et la lagune aux sirènes a gagné. Sans doute certains regretteront que ce ne soit pas le ravin de la plume, ou le gâteau des pirates, ou la feuille de clochette. Bien sûr, je pourrais toujours recommencer et faire mieux au troisième coup. Pourtant, il vaut peut-être mieux s'en tenir à la lagune.